Radio Rennes installée aujourd'hui en dehors de ses murs. Une émission préparée et réalisée aujourd'hui par Loïc Turmel. Loïc, c'est quand tu veux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Gabi. Et oui, c'est une nouvelle fois en dehors des murs qu'on se retrouve ici, et donc en dehors des murs des studios de Radio Rennes bien sûr. On se retrouve à l'hôtel Victoria, avenue Janvier à Rennes. Merci à Gérard Jubot pour son accueil, et puis merci également à Sébastien Lemercier et Philippe Traîneau qui sont à la régie en face de moi. Alors le jazz, une musique largement diffusée sur nos ondes, est au programme aujourd'hui avec invités et musique en live. Nos invités, le musicien saxophoniste Pierrick Pédron, bonjour. Bonjour. Et puis trois Rennais, Yannick Grimaud, président de l'association Trois Regards. Bonjour. Administrateur, saxophoniste et chanteur aussi. Yannick Robineau, administrateur Trois Regards. Bonjour. Bonjour. C'est Vincent Robineau. Vincent Robineau. Ouais. Vincent Robineau, administrateur Trois Regards et guitariste, on l'entendra tout à l'heure. Et Pascal Salmon, donc pianiste de jazz. Bonjour. On en reparlera tout à l'heure aussi, notamment de la transmission, de l'enseignement. Alors, Pierrick, on fête cette année les 100 ans des radios, les 40 ans des radios libres. Radio Libre née effectivement au début des années 80, et je crus comprendre que le jazz, vous l'avez découvert au début des années 80 aussi. Absolument. Oui. C'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Je me souviens même de la première fois. Je me souviens de ma première écoute de jazz. Plus exactement, ça me plaisait pas du tout d'ailleurs. Je prenais des cours de saxophoniste avec un prof particulier à Ilion, dans les Côtes-d'Armor. Mm-hmm. Et il me sollicitait, enfin plus exactement, il sollicitait ma maman pour qu'elle m'achète un disque de jazz. Alors, en l'occurrence, ça a été Charlie Parker. Et c'était un disque qui était d'une qualité d'écoute horrible. C'était une collection italienne, je ne sais quelle édition c'était. Et en tous les cas, ce fut pas une bonne écoute. Hein. Voilà. Ça a bien changé depuis. Mais voilà, ça date effectivement des années, début des années 80. Et est-ce que la radio a joué un rôle justement dans la rencontre et la découverte du jazz ? Pas vraiment au départ. Dans la radio, c'est venu un petit peu après. De toute façon, c'était le début des radios libres, je crois. Oui, c'est ça. Années 81, ouais. C'était plutôt les disques, en l'occurrence, les vinyles. Mm-hmm. Et donc, des disques, eh bien, vous en avez publié quelques-uns. Hein. Le premier date de 2001. Oui, c'est ça. Et cette année vient de sortir le 10e. Exactement. 20 ans après. Ouais. Et il s'appelle 50-50. Ouais. 50-50. Ça fait des dizaines, pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, parlez-nous de ce disque, de l'origine de 50-50. Là. Alors, comme pour tous mes disques en général, ça se passe un petit peu toujours de la même manière. C'est une conversation entre amis autour d'une table, autour d'une bonne bouteille, et puis on essaie d'imaginer des choses. En l'occurrence, 50-50, parce que à l'époque de ces pensées, et j'avais 50 ans. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. Non, c'est pas vrai. Mais j'avais 50 ans, donc c'est pour cette raison qu'on l'appelait 50-50 aussi, également. Alors donc c'est venu comme ça, enregistrer 2 disques, un d'abord à Paris, et puis finalement à la sortie de ce studio, je me suis dit que j'avais encore envie d'en enregistrer un, et qu'on ne savait pas ce qu'on allait faire du premier qui a été enregistré. 50-50, en fait, c'est un faux double album. C'est-à-dire qu'il y a un premier disque qui a été enregistré en 2018 et celui qui a été enregistré en début 2020. Et donc, à la sortie de ce premier album enregistré en France, je disais à Daniel Ivinek, mon producteur artistique, j'ai encore envie d'enregistrer un disque, mais aux États-Unis aussi. Donc, ça a été possible parce que je fais partie de la fondation BNP Paribas, donc on avait de l'argent pour pouvoir produire le disque. À partir de ce moment-là, je me suis mis à fantasmer sur les musiciens avec qui on pourrait jouer, le studio dans lequel on pourrait enregistrer, et l'aventure finalement elle est partie, et on a vraiment travaillé comme des brutes. Et voilà, on est parti à New York en janvier 2020. Malheureusement après il y a eu le désastre qu'on connaît, et l'album est sorti début mars.
2021. Alors, qu'est-ce que ça représente pour un musicien français d'aller enregistrer à New York, qui est une ville qui a joué un rôle important dans le jazz, quand même, dans l'histoire du jazz? C'est vrai. Ce qui est marquant surtout à New York, c'est la première fois qu'on y met les pieds. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie particulière, il y a quelque chose qui est différent d'ici de toute façon. Et puis le jazz, ça vient de là-bas, quoi. Voilà, quoi qu'on dise. Donc les rues, elles portent le nom de musiciens de jazz. Il y a beaucoup de clubs de jazz. C'est quelque chose d'assez particulier. On est vite baigné. Puis quand on est amoureux de cette musique-là, on est forcément amoureux des personnes qui l'ont mise en œuvre et tous ces grandes légendes. Donc on est un petit peu comme des enfants, des tout petits enfants dans une grande ville, une ville de rêve, quoi. Pour le jazz, je pense que j'en suis pas très loin. Voilà, vous en avez profité pour aller voir des endroits mythiques sans doute, non? Alors, la première fois que je suis allé à New York, c'était en 99. J'y suis resté pendant 3 mois. Et c'est à ce moment-là que j'étais allé voir tous ces endroits mythiques. Là, janvier 2020, j'avais pas vraiment le temps parce qu'il fallait enregistrer. Donc on était vraiment concentré sur les sessions. Alors, lors d'une interview à Ouest France, récemment, vous avez déclaré à propos de ce disque, c'est l'album qui me ressemble le plus. Oui. Alors, en quoi est-ce qu'il vous ressemble le plus? C'est-à-dire que j'ai pas fait un album pour plaire, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais j'ai jamais vraiment fait un album pour plaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit me contenter. C'est-à-dire que quand je sors du studio, je me dis, même si personne n'aime mon disque, on se pose des milliards de questions de toute façon. Moi, je l'aimerais quand même et je suis allé au bout des choses. C'est-à-dire que c'est un disque qui me ressemble dans la mesure où il y a tout et son contraire. C'est un peu le 50-50 en fait. Tout ça est lié finalement parce que l'autre album français, lui, il est plus dans un esprit un peu Motown, orgamon, orgue B3, trompette sax, alors que celui-ci est très jazz. Mais limite free jazz aussi parce que j'adore ça. J'adore contrôler les choses et j'adore être hors contrôle totalement. C'est-à-dire que idéalement, ce que j'aime, c'est dans le jazz, maintenant, c'est jouer par exemple des grandes chansons de Broadway, des standards, et contrôler l'intérieur parce que je sais, j'ai travaillé mon vocabulaire et la Bible, je dirais, donc je connais un petit peu les antécédents et les personnes qui l'ont joué, mais j'ai envie d'apprendre, et j'apprends encore toujours. Je travaille tous les jours, Charlie Parker, tous les jours, dans tous les tons, ce que je te disais tout à l'heure, mais c'est pour plus m'en libérer encore. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire de la copie. J'ai pas envie de jouer comme Charlie Parker, loin de là. Mais j'ai envie de m'en échapper. Et la manière de m'en échapper, c'est de la manière de la travailler encore plus. Eh bien, on va écouter un extrait de cet album, 50-50, et ça s'appelle Boom.
C'était Boom, thème composé par Pierrick Pédron. Ici, au sax alto, entouré d'une rythmique de rêve, là. Oui, vraiment. 3 musiciens new-yorkais. Oui, trois super gars. Évidemment, des musiciens incroyables et aussi des belles personnes, belles personnalités, de bons humains. Voilà. Voilà, titre à retrouver bien sûr sur cet album 50 qu'on peut retrouver ici à Rennes chez nos amis les Enfants de Bohème, disquaires militants indépendants, 12 rue Saint-Malo. Deuxième invité aujourd'hui, Yannick Grimaud, donc président de l'association Trois Regards, et puis aussi saxophoniste et chanteur jazz, blues, mais aujourd'hui je crois que vous avez oublié votre saxophone. Oui, non, disons que j'ai préféré ne pas faire d'ombre à Pierrick Pédron. Et on va donc parler de cette association Trois Regards, une association assez récente mais qui a pris la suite d'une autre en fait. Oui, Trois Regards, c'est 2016, c'est une mutation de l'association de la ferme de la Harpe, quand s'est ouvert la maison de quartier du Cadran sur le quartier Beauregard et que la ville s'est tournée vers l'association qui avait la gestion de la ferme de la Harpe pour pouvoir mettre en place ce projet de maison de quartier. Donc association Trois Regards parce que quoi Trois Regards parce que 3 lieux, parce qu'il y en a également un autre lieu qui s'appelle la Maison du Parc, toujours sur le quartier de Beauregard, qui est plus tourné vers la petite enfance, ce qui fait qu'on est en charge maintenant, et c'est pas rien, de 3 équipements différents mis à disposition par la ville. Donc 3 Regards, c'est puis un petit peu de poésie. Oui, ça fait pas 3 Regards, Beauregard aussi, bien sûr, le Oui, quartier. aussi, oui. Alors, quelles sont les missions de cette association-là ? Alors, les missions de l'association, donc, c'est surtout plus que des missions. C'est avant tout un projet associatif qui est issu, mais qui a 40 ans maintenant, tout comme Radio Rennes. On est un petit peu... Enfin, moi, un petit peu moins, parce que je suis quand même plus jeune que Pierrick Pédron, même, je dirais. Je n'ai pas encore passé les 50 ans, donc quand à la création de tout ça, j'étais jeune, mais disons que c'est issu, comme beaucoup de lieux à Rennes, c'est issu d'un projet d'habitants, d'une aventure humaine. À l'origine, c'est une ferme plus ou moins à l'abandon sur Villejean, la ferme de la Harpe, qui est bien connue des Rennais, et puis des habitants qui s'en saisissent. Et puis c'est aussi c'est l'arrivée d'Edmond Hervé comme maire de Rennes qui avait comme, je crois, politique d'accompagner ces initiatives d'habitants. Et puis voilà, de façon un petit peu empirique, sont arrivées tout un tas d'activités, et notamment le jazz, des musiciens qui cherchaient des locaux pour répéter et puis qui se sont mis, qui n'avaient pas besoin d'électricité du coup pour faire du jazz. C'est ça qui est bien aussi, c'est très écologique le jazz. On n'a pas besoin d'énergie nucléaire si on veut. Et donc se retrouver dans une grange sans courant, c'était possible. Et puis il y a eu aussi des intentions de personnes très particulières. Je sais que Modeste va arriver tout à l'heure pour en parler, mais voilà, c'est des envies. Et puis une époque où le jazz, il n'y avait pas Internet, il y avait très peu de sources. Moi, je me souviens aussi des émissions du midi où on pouvait écouter du jazz sur Radio Rennes. On enregistrait les petites cassettes, comme ça on faisait des compilations après avec nos titres préférés, puis ça faisait notre discothèque comme jeune étudiant sans argent pour acheter des disques. Et voilà, donc c'est des lieux d'échange et d'apprentissage. Bien avant aussi qu'il y ait une classe, vous en parlerez tout à l'heure, au conservatoire, une classe de jazz spécifique. Voilà, alors donc justement, diverses activités d'enseignement et de transmission sont mises en place. Peut-être que Vincent, que j'ai appelé Yannick tout à l'heure, peut nous en parler, non ? Sur les équipements de la harpe, transmission, oui, il y a pas mal de cours, il y a un peu tous les instruments, il y a des ateliers aussi. Il y a surtout le club jazz. Je crois qu'on va en parler, tout à l'heure. Ouais. Donc il fait des jam sessions tous les jeudis. Il y a effectivement beaucoup de locaux et il y a surtout il y a aussi un festival qui a lieu donc tous les ans au mois de juin, qui est organisé par des bénévoles et par des salariés de l'asso. Et donc festival je sais pas si on en parle maintenant dans le programme. On peut en parler, oui, puisque l'association porte ce festival. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un festival qui est porté par l'asso. Et par des musiciens locaux en fait qui se retrouvant beaucoup là-bas pour répéter, pour jouer, ont décidé un peu de s'investir dans ce festival. Oui, je crois que c'est aussi nous on est maintenant en charge effectivement administrateur de cette association. On n'est pas tout à fait de la même génération, mais on est un petit peu héritier de quelque chose, on se doit de le porter, et c'est important que les musiciens de jazz effectivement de Rennes prennent conscience du fait que s'ils ne sont pas les premiers à prendre soin de leur environnement, des endroits où pratiquer du jazz et puis de leur public, ça peut disparaître, c'est fragile tout ça, donc il faut être acteur et militant de tout ça.
Voilà, donc la transmission est importante au niveau de l'association Trois Regards. Transmission aussi par le biais de l'enseignement. Et Pascal, vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez d'enseignement? Disons que j'ai eu le temps de le pratiquer, Oui. de creuser un peu la question, oui. Alors qu'est-ce que ça apporte à un musicien? Parce que vous avez aussi joué, bien sûr, sur scène, vous continuez à jouer sur scène. Qu'est-ce que l'enseignement apporte en tant que praticien? Maintenant, c'est un peu une banalité de dire ça, parce qu'on le sait tous. En fait, c'est une transitivité parfaite, en fait. Bien sûr, on peut être un musicien remarquable sans pratiquer la pédagogie. L'inverse est plus difficile. Enfin, l'inverse est plus difficile. Il faut tout de même maîtriser son art, évidemment, pour le transmettre. Mais ce qui est certain, c'est que l'un profite de l'autre. C'est-à-dire que la pédagogie se nourrit, bien sûr, de l'expérience artistique et de son évolution. Et puis, je pense qu'un abandon qui serait une sorte d'autosatisfaction qui consisterait à dire, voilà, maintenant, comme disait Pierrick tout à l'heure, tout est à refaire tout le temps. Et ce tout est à refaire tout le temps, la pédagogie en bénéficie évidemment, et c'est absolument incontournable. Mais dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que, au fur et à mesure des années de pratique de l'enseignement, je pense que mon jeu s'en est forgé, en fait. Et les élèves, entre guillemets, les étudiants, parce que ce sont des grands élèves, à la fois ont modifié année après année mon mode d'enseignement, mais mon mode de jeu aussi. C'est-à-dire, ils m'ont appris mon métier à la fois d'enseignant et de musicien. Voilà, ça marche dans les deux sens. Absolument. Alors, vous avez enseigné au Conservatoire de Rennes, conservatoire qui est une institution. Comment est rentré le jazz là, au Conservatoire? À Rennes, tardivement. Puisque je crois que c'était le dernier conservatoire de cette dimension-là sur le territoire à être doté à la fois d'une classe de musique actuelle et de jazz. Parce qu'il y avait un petit peu de résistance à Rennes, c'était un petit peu... mais ça s'est fait. La ville du rock. C'était la ville du rock, alors certainement que, oui, il doit y avoir une relation de cause à effet, je pense. Voilà, les priorités étaient sans doute ailleurs et les regards aussi. Enfin, l'objectif était braqué sur autre chose. Et il a fallu qu'il y ait cette prise de conscience il y a une vingtaine d'années, un peu plus pour les musiques actuelles, qu'on ne pouvait pas avoir quand même un établissement d'enseignement de la musique de cette dimension-là sans que les musiques actuelles au sens large du terme y soient présentes. Et donc le jazz est rentré à ce moment-là. Alors quels instruments sont enseignés là au conservatoire? En jazz, spécifiquement. Oui. Alors évidemment, prioritairement les instruments qui sont le plus représentés dans le jazz, les instruments avant, les instruments de la rythmique bien sûr, piano, guitare, contrebasse, batterie. Et puis on y enseigne aussi à des cordes, des violonistes, de violoncellistes, bien entendu. Les seuls instruments qui sont encore, bien que ça ne s'est pas présenté, mais ce sera envisageable, mais qui sont un peu plus difficiles à intégrer dans une pédagogie de la tradition, on va dire ça comme ça, sans pour autant surtout pas les exclure, d'ailleurs ils existent dans le jazz, ce sont des instruments comme les anges doubles, comme le hautbois, le basson. Mais sinon évidemment, et encore, je le dis avec réserve, parce que heureusement que ces instruments-là ont aussi leur place... mais ils sont, j'ai envie de dire, d'une façon spontanée, moins présents. Voilà. Sinon, tous les instruments sont représentés. Voilà, et les intervenants, les enseignants sont des musiciens qui pratiquent le jazz oui, bien entendu. Oui. On parlait d'Erwan Boivant tout à l'heure avec Vincent. Stéphane Stanger, qui était également quelqu'un de bien connu sur Rennes, en tant que batteur. Jacques Ravenel également, pour les saxophones. Donc, bien sûr, ce sont... des acteurs pédagogiques, mais également des musiciens au quotidien. Ouais. Voilà, et parmi les élèves, certains ont envie d'embrasser cette carrière de musicien, mais c'est pas facile, sans doute. Non, mais heureusement que oui, quand même. Oui. Et on les y encourage avec évidemment, quand même, en les mettant en face d'une réalité. On est obligé, qui n'est pas forcément facile. Mais malgré tout... ça s'est quand même plutôt bien passé pour un certain nombre d'entre eux. Enfin, je pense à des anciens élèves qui poursuivent maintenant et qui font des beaux cursus et une belle réalisation de leur pensée artistique. Bien, merci. Pierrick, vous avez écouté d'une oreille attentive. Alors, quand on est musicien comme ça de votre niveau, comment on écoute de la musique? Est-ce qu'on réussit à l'écouter dans sa globalité, ou alors est-ce qu'on pointe pas une oreille vers un instrument, vers des petites choses?
C'est difficile comme question, finalement. Alors moi, je suis très très heureux d'avoir écouté jouer les copains, parce que c'est quand même très longtemps que je n'ai pas entendu un vrai concert. Rien que ça, c'est un plaisir immense. Et je me rends compte à quel point on a de la chance de pratiquer cet art et de pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir donner ça aux gens. Alors après, moi, je pas forcément un analyste. La musique, je l'écoute et je veux avant tout qu'elle me procure du plaisir. Donc, si je vois que ça m'en procure pas, je l'écoute pas en général. C'est aussi simple que ça. Et là, comme vous avez écouté, c'est bon et signe. là, oui, c'est très bon signe. Alors, Puis je connais bien le chanteur en plus, donc. Voilà. Alors ça nous amène directement à parler de la pratique justement de la musique, pratique du jazz. Et j'ai avec moi Modeste Radimandresi, saxophoniste bien connu de la place rennaise et bien au-delà, fondateur du club de jazz. Voilà. Oui, on peut le dire, oui. J'ai fondé ce... pas tout seul, parce que en fait, ça venait également aussi de la demande on va dire des élèves, entre guillemets, qui avaient passé déjà un certain temps avec moi. Donc pour moi, j'estimais qu'ils avaient appris, ou en tout cas que je leur ai transmis ce que je pouvais leur apprendre, de ce que je savais. Mais en même temps, ils voulaient pas se lancer directement faire un groupe et puis aller taper aux portes des cabarets ou des bars qui produisaient des concerts à l'époque. Donc ils sont venus me voir en me demandant s'il n'y avait pas moyen d'organiser ou de trouver un lieu qui permettrait quand même d'avoir du public, mais où eux, ils ne seraient pas forcément payés ni rien, mais ils seraient juste testés, savoir s'ils sont capables de passer la rampe, de tout ce qu'ils savaient et tout ça. Et donc, il s'est trouvé que la cafétéria de l'Arbre de l'époque était relativement vide dans ses activités, dans tout ça, donc on a trouvé ce local. Faut dire avec les moyens du bord, c'était très sonore, il y avait le carrelage, il y avait 3,50 m de pot de plafond, c'était inaudible. On a réussi à trouver des parachutes de récupération pour amortir un peu dans les étages et tout ça. Et puis voilà, après c'est le bouche à oreille, parce que l'Arpe, il y a quand même aussi la fac de Villejean qui est pas loin. Et donc il y avait des étudiants qui arrivaient soit du Finistère, enfin de toute la Bretagne, quoi. Et de bouche à oreille a fait que les musiciens, les étudiants musiciens qui étaient un peu friands, ou en tout cas curieux de venir voir, on se sont donné rendez-vous là le jeudi soir. Tous les jeudis soirs, donc en dehors des vacances scolaires, quoi, on a organisé comme ça des soirées de 9h à 1h du matin, ou jusqu'à minuit. Mais voilà, des fois, ça débordait. Ouais, mais ça, on va pas le dire. Et vous étiez nombreux ? Au fur et à mesure, oui. Bon, là on avait commencé avec justement ce groupe qui était venu à la demande, qui sont d'ailleurs devenus de fervents fidèles piliers du club de jazz, et qui ont même aussi, par ailleurs, essaimé, ont créé d'autres manifestations comme le Goméné Jazz Festival, par exemple, qui a été porté par Loïc Osrel, qui a été un des premiers vraiment membres fondateurs avec moi du club jazz. Voilà, un club jazz qui célèbre donc cette année ses 30 années d'existence. Exactement. Vous êtes animateur actuellement de ce club jazz. Alors ça veut dire quoi, animateur d'un club de jazz ? Ah, c'est compliqué. et c'est fantastique en même temps. Moi, j'ai découvert le club jazz justement à travers Modeste. J'arrivais à Rennes, c'est les années 93, je crois. Et je cherchais un endroit où pratiquer le jazz. Alors, sans au départ l'ambition d'en faire quelque chose de régulier, mais juste pour me détendre. Et je suis arrivé au club jazz, et j'ai été accueilli par Modeste, et j'ai vu surtout des gens partager de la musique ensemble. Partager la musique, et surtout partager le jazz, parce que c'est quand même un peu ça l'essence de cette musique-là, c'est-à-dire se retrouver autour d'une pièce, digresser autour, et voilà, le transformer en un bon moment, quoi. Et j'ai trouvé cette ambiance à la Femme la Harpe. Et ce que j'essaie de faire chaque jour, c'est de conserver ça, de reproduire ce moment que j'ai vécu lorsque je suis arrivé là.
Et chaque jeu est une surprise en fait. Oui, parce qu'il y a un côté informel aussi là dans ce genre de soirée. C'est ça qu'il faut. Oui. Il faut que ça le soit. Alors, et même dans le jazz, il y a quelque chose d'informel, je trouve. Vous prenez, vous allez dans une jam en ville, vous allez prendre 4 kidam qui se connaissent d'idem. On va essayer, tout à l'heure par exemple, on va essayer un blues. Et voilà, l'instant naît, le moment de grâce. Ou le moment de drame aussi, ça peut arriver. Mais voilà, mais c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait le charme de la chose. Oui, voilà. qui fait les charmes du jazz, hein. Effectivement. Non, ce n'est pas la langue qui a fourché. Ça peut arriver, effectivement. C'est le jazz, quoi. Ah oui. Et on est à la harpe. Pierrick, Pedro, c'est un exercice auquel vous livrez, ça? Vous allez dans les jam sessions comme ça, régulièrement? Oui, bien sûr. Ouais, ça peut être dramatique. Oui, ça m'arrive, absolument. Ça fait partie de... C'est l'essence même du jazz, en fait. Ouais. Oui, il faut partager avec les copains musiciens, et même quand on les connaît pas, c'est important on a en commun de façon ce répertoire, et ça serait dommage de ne pas en profiter avec des gens qu'on ne connaît pas aussi, quoi. Alors, généralement, vous partez sur des standards connus de tout le monde? Oui, il y a une... Comment dire, on a une partothèque qui existe déjà. Alors, partothèque, j'exagère parce que au départ, c'est quand même la musique orale qui a été transformée après. Bon, ça on va laisser ça on va laisser ce travail aux historiens de mieux détailler ça. Mais au départ, c'est quelque chose, c'est une culture commune qui est partagée, qui est transmise à tout un chacun, soit par l'écoute, donc l'écoute des disques, soit par la pratique justement dans les jams, quoi. Alors ça me mène... Oui, Modeste. Juste à noter aussi que chaque session est préparée en amont. C'est-à-dire que la liste des morceaux qui seront joués le jeudi d'avant, le jeudi d'après, je veux dire, établie déjà une semaine à l'avance et tout le monde est au courant. Et quand même, c'est pas le quiz à toi sur tel truc, à telle vitesse. Chacun a le temps de préparer un petit peu son projet avant de venir, quoi. Voilà, il y a des codes. Particulièrement... Alors, ceci parce que... à la harpe, on a une passion pour le jazz amateur, au sens où on estime que, on parlait tout à l'heure du public de jazz qui va voir des concerts, on estime qu'il faut les choyer aussi un tout petit peu. Et une façon de les choyer, c'est leur donner les codes de la musique qu'ils vont écouter pour qu'ils se sentent invités dans ces manifestations. Et pour ça, on met un cadre pour qu'ils puissent pratiquer leur passion avec nous, en préparant un tout petit peu en amont les pièces qu'ils vont jouer, quoi. Alors justement, depuis le mois de mars 2020... ça doit être un petit peu au ralenti, tout ça, non? Ça ne tourne plus du tout, on va dire. Il a fallu innover. Alors, on l'a fait différemment, parce qu'il fallait au moins garder le lien, mais on l'a fait différemment. Là, pour le coup, alors je parle pour ce que j'ai fait pendant la période du confinement, qui a fait de moi finalement plus un informaticien qu'un musicien, ce qui a été dramatique. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même garder le contact avec ces adhérents-là qui font vivre le club jazz. Et donc, on a réussi à faire quelques séances. Alors, c'est une régageur. Hein. Faire l'improvisation à distance, à travers le matériel qui existe. Voilà. Je ne le ferai pas tous les jours, je ne le ferai pas toute la vie. Non, on espère bien sûr. Mais ça permettait de garder le lien. On va retrouver un retour à la normale quand même. Jean-René Georgeau, vous êtes adhérent de ce club jazz depuis longtemps? Depuis que je suis revenu à Rennes en 2009. Ouais. Et c'est un peu comme Abbé disait tout à l'heure, il est arrivé à Rennes, il cherchait un endroit où jouer. Moi c'est pareil, j'aime bien jouer du sax le soir, le week-end, et voilà. Et donc je suis allé voir ce qui... Alors on a de la chance à Rennes, il y a pas mal de lieux pour jouer. Mais franchement, pour être allé un peu partout, le lieu le plus accueillant, c'est la ferme de l'Harpe. C'est-à-dire que dans la pratique des jams... on a des lieux où soit on se prend un peu trop la tête sur la musique, soit on nous prend un peu en photo quand on arrive, c'est pas toujours... Puis jouer avec des inconnus, c'est pas facile. À la ferme de l'Art, peut-être que ça vient de la personnalité du fondateur Modeste, qui est d'une gentillesse exemplaire, et puis de la générosité d'Abbé aussi et de toute l'équipe, mais on n'a pas peur, on est bienvenu, on nous encourage, et puis on a vécu... Alors, il disait en rigolant, Abbé, il y a des drames. Alors, des fois, on vit vraiment des moments de magie. Et puis des fois, patatras, tout s'effondre, et c'est pas grave. On en rigole, et on réessaye, et ça marche. Et voilà. Alors, Pierrick, on va vous voir bientôt à Rennes. Vous allez être en résidence, là? Oui. C'est une chance incroyable. Puis, je suis bien content que ça se passe là-bas, à la Harpe, et en Bretagne.
sur mes terres. Donc oui, une occasion de faire un concert, mais aussi de faire cette résidence, c'est-à-dire qu'on va avoir l'opportunité de travailler le répertoire, parce que je n'ai pas joué depuis l'enregistrement du disque en janvier 2020. Donc avec mes 4 musiciens français. Et donc résidence en amont évidemment de ce concert. Alors Yannick Grimaud, donc on rappelle président de l'association Trois Regards qui porte ce festival. Cette année, le festival s'adapte, n'est pas comme les années passées évidemment. Ah oui, alors on est poursuivi. L'année dernière, on devait fêter les 20 ans du festival. On a dû annuler, puisque arrivant début juin, on était encore totalement dans la crise, qu'on pensait en sortir. Après, on est revenu en 2e vague, puis en 3e vague. Donc on s'est donné jusqu'à la dernière minute et malheureusement, on a dû faire le choix de devoir faire une diffusion vidéo d'un concert qu'on aura produit. Je dois dire que la ville soutient notre festival, donc on se devait aussi de montrer aussi aux Rennaises et aux Rennais que la culture n'est pas mise de côté, qu'il y a toujours des moyens qui y sont alloués. C'est les 20 ans du festival. Milou Rimasson, puisque quand on parle de la ferme de la Harpe, c'est vrai que dans la tête de beaucoup aussi, c'est Milou qui a quitté son poste de directeur, qui est parti à la retraite lui aussi, puisque quand on commence à parler de 40 ans d'association, 40 ans de Radio Rennes, tout ça, c'est des gens qui arrivent aussi en fin de carrière. Et quand on lui a demandé qui symbolisait pour lui les 20 ans du festival, ça a tout de suite été Pierrick Pédron. Moi, j'étais pas forcément pour, mais non, au contraire, c'est un grand honneur que Pierrick ait accepté. C'est d'autant plus une grande chance aussi que ça résonne dans l'actualité discographique de ce grand saxophoniste qui est Pierrick. Il symbolise aussi, ma foi, le fait qu'on peut être breton, on peut aimer les vieilles voitures et faire une carrière dans la musique de jazz. Par exemple. Voilà, alors diffusion du concert le 12 Alors juin. le 12 juin, voilà, on va l'enregistrer, on va faire ça bien. Et puis on va le mettre sur les réseaux, en ligne. On a choisi de ne pas faire un concert en streaming, c'est-à-dire en temps réel, parce que ce que font beaucoup aussi de gens, il y a la notion d'instantanéité qui est très à la mode, mais en se renseignant un petit peu, on s'est rendu compte de l'impact écologique que ça avait. Toutes ces choses en temps réel, systématiquement. Alors la FM, par contre, c'est formidable. Il faut écouter la radio en FM. Il ne faut pas l'écouter sur les réseaux quand c'est bien en FM. C'est beaucoup moins d'impact. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Ce ne sera pas en temps réel. On est en train de réfléchir à éventuellement faire peut-être un petit chat en parallèle si les gens ont des choses à commenter sur les solos de Pierrick, par exemple. S'il y a une chose qui heurte un petit peu l'oreille. Ou, voilà, donc, il sera possible de critiquer en temps réel les concerts. Non, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose d'interactif et en espérant qu'un jour on sorte enfin de cette crise, qu'on puisse recevoir du public et faire à nouveau des concerts live. Voilà, alors on ne dira pas ni où ni quand ce sera enregistré, parce que sinon ça va être la cohue. Donc on ne dit rien. Jean-René, vous êtes Jean-René Georgeot, saxophoniste, mais aussi nouveau patron de cette institution rennaise. Il y en a une autre sur l'autre rive, c'est Rousseau Musique. Oui, tout à fait. Alors, l'impact Covid pour vous, là? Énorme. Alors en plus, moi j'ai un changement de carrière. J'avais envie depuis longtemps de me rapprocher de ma passion pour la musique. Alors j'ai fait un peu de business, un peu de musique, puis maintenant j'ai repris Rousseau Musique. Il faut que je parle dans le micro, on m'a dit en régie. Et j'ai repris le magasin au 1er février, donc j'ai à peine eu le temps de savoir où se rangeaient les choses qu'il a fallu fermer. Et là, on est un peu comme le monde de la culture, on apprend la veille pour le lendemain qu'on peut ouvrir, qu'on peut fermer, voilà. Donc c'était une année un peu compliquée, mais on a vu quand même cette année plusieurs choses. Alors les écoles de musique n'ont pas tourné ou beaucoup moins, donc on a eu beaucoup moins de révision d'instruments, on a eu moins de location d'instruments. En revanche, moi, ce que j'ai pu observer, et notamment à la fin du premier confinement, c'est qu'on a eu énormément de gens qui sont venus nous voir dès le déconfinement, des gens de 40, 45, 50, 55 ans, etc., qui avaient fait quelques années de musique étant petits. Et après 3 mois de ralentissement, se sont rendus compte que ça leur manquait, qu'ils avaient envie de s'y remettre. Et donc on a une clientèle très nouvelle, et moi j'espère que les écoles de musique et les lieux comme la ferme de la Harpe vont être
très attentif à ça. C'est-à-dire que je suis convaincu, là, dès qu'on va pouvoir ressortir, qu'il y a beaucoup d'adultes amateurs de quadra, quinca, etc., qui sont en attente, voire plus, qui sont en attente d'un accompagnement qu'ils ne trouvent pas forcément dans les structures type école de musique, qui s'adressent aux petits, mais pas aux plus grands. Voilà. Et voilà. Eh bien, merci. Et puis, on arrive au terme de l'émission. Malheureusement, ça passe très, très vite. Merci à vous, Abbé, Pierrick, Jean-René, Yannick et tous ceux qui sont passés ici à ce micro. On va envoyer, ce sera certainement chanté, un petit bout d'un disque de Pierrick Pédron, de 50-50. C'est Mr. Takagi. On prononce comme ça ? Mr. Takagi. Mr. Takagi. Ouais. Je connais pas bien japonais. Le japonais. Voilà. Merci, à bientôt.